Phoenix 5.0, nous avons lancé Hot, qui est une fonctionnalité très recherchée. Et aujourd'hui, je vais vous donner une courte démonstration de ce à quoi cela ressemble de déployer Phoenix avec Out. Comment créer des utilisateurs, comment créer des clés API et comment administrer un système avec authentification. Pour commencer, je suis ici sur la ligne de commande et je vais lancer Phoenix comme je le ferais normalement en utilisant cette commande Phoenix Serve que nous avons introduite dans la version 5.2. Un peu de sucre syntaxique, alors jetez un œil et vous remarquerez que Phoenix se lance normalement et si je vais sur la page d'accueil, je peux voir mes traces, mes projets et mes ensembles de données. Tout est normal. Donc la première chose que je veux souligner sur la façon dont nous avons conçu Auta, c'est que c'est entièrement optionnel. Si vous ne demandez pas et ne configurez pas votre système pour utiliser Out, vous n'obtiendrez pas Out. Donc Phoenix fonctionnera exactement comme avant. Mais si vous voulez utiliser Out, ce que vous pouvez faire, c'est définir quelques nouvelles variables d'environnement. Donc, j'ai un fichier ici dans lequel j'ai stocké quelques-unes de ces variables d'environnement. Donc, les premières variables d'environnement que nous allons définir seront Phoenix, Enable Auth, que nous allons régler sur True, et le Phoenix Secret, qui va être utilisé pour signer. Toutes ces clés API que nous allons émettre et signer les jetons qui sont utilisés pour gérer les sessions. Alors, allons-y. Sourcer ce fichier afin que nous puissions obtenir ces variables d'environnement. Donc maintenant, j'ai ces variables d'environnement ici dans mon environnement et je vais relancer Phoenix. Et cette fois, quand j'accède à la page d'accueil de Phoenix, au lieu d'être directement dirigé vers Phoenix, je vais en fait accéder à cette page de connexion. Et puisque c'est la toute première fois que cette instance de Phoenix est déployée avec l'authentification, je dois d'abord me connecter avec le compte admin par défaut qui a un mot de passe par défaut admin. Donc, je vais me connecter et je suis immédiatement invité à changer mon mot de passe. Donc, je vais faire ça. Je vais changer mon mot de passe en le mot de passe très peu sécurisé de password et je vais me connecter. Donc, admin à localhost et mot de passe, mot de passe. Et maintenant, je suis connecté et donc, à ce stade, je peux voir mes projets, je peux voir mes traces, mes ensembles de données, tout comme avant. Ce que vous remarquerez de différent, c'est que si je descends ici dans le coin inférieur gauche, j'ai quelques nouvelles pages auxquelles je peux accéder. La première nouvelle page est la page de profil. Donc ici, je peux voir le profil de mon utilisateur. Vous pouvez voir mon nom d'utilisateur admin, mon email. Je peux changer mon nom d'utilisateur si je le souhaite. Donc peut-être qu'au lieu d'être admin, je veux être admin cool. Je peux faire ça et maintenant, mon profil a été mis à jour. Je pourrais réinitialiser mon mot de passe, mais je ne vais pas le démontrer. Et l'autre chose que vous remarquerez sur cette page, c'est aussi cette section appelée Clés API qui va montrer mes clés API utilisateurs, que nous allons discuter dans un instant. L'autre page qui est un peu différente quand vous utilisez OTH, c'est la page des paramètres. Maintenant, parce que je suis un admin, j'ai deux sections supplémentaires ici que je peux voir. J'ai des clés système. D'une part, j'ai des clés utilisateurs, donc ce sont les deux types de clés API avec lesquels nous allons travailler. Vous pouvez voir, pas du tout. Aucun d'entre eux n'est encore créé dans cette instance particulière de Phoenix, mais nous allons en créer un. Et je peux aussi voir tous les différents utilisateurs de cette instance particulière de Phoenix. Dans ce cas, il n'y a qu'un seul utilisateur pour l'instant, moi. Quels sont les types d'utilisateurs que vous pouvez créer et quels sont les types de clés API que vous pouvez créer? Parlons-en. Donc, nous avons déjà eu une sorte d'introduction aux admins. Les admins ont plus de pouvoir dans le système. Ils peuvent gérer d'autres utilisateurs, créer, supprimer et mettre à jour d'autres utilisateurs. Ils peuvent aussi gérer les clés API système et utilisateurs, peu importe, s'ils ont été ceux qui ont créé ces clés. Et nous allons parler de la différence entre ces deux types de clés dans un instant. Les membres, en revanche, ne peuvent gérer que leur propre profil. Donc, ils peuvent changer, par exemple, leur propre nom d'utilisateur. Ils peuvent modifier leur propre mot de passe, mais ils ne peuvent pas modifier les noms d'utilisateurs ou les mots de passe d'autres personnes. Et les membres peuvent gérer leur propre clé API utilisateur, mais ils ne peuvent pas créer de clé API système et ils ne peuvent pas créer ou supprimer les clés API utilisateurs des autres.
Alors, maintenant, parlons de cette distinction à laquelle j'ai fait allusion, cette distinction entre les clés API utilisateurs d'une part et les clés API système d'autre part. Donc, les clés API utilisateurs sont, comme leur nom l'indique, destinées à représenter l'action d'un utilisateur particulier et elles sont liées à l'utilisateur qui les crée. Ainsi, si cet utilisateur est supprimé, la clé API utilisateur est également automatiquement supprimée et le cas où vous allez utiliser une clé API utilisateur sera dans des situations où vous savez qu'un utilisateur est un peu, disons, dans le coup. Par exemple, si quelqu'un réalise une expérience dans un carnet, c'est une situation où il interagit de manière programmatique avec Phoenix, APIs, et nous voulons avoir une clé API qui représente ce type d'action. Maintenant, les clés API système, en revanche, ne représentent pas un utilisateur individuel, mais plutôt le système dans son ensemble. Et elles ne sont pas liées à un utilisateur individuel, donc, même si l'utilisateur qui crée la clé API système est supprimé ou part, cette clé API système va continuer d'exister. Et les situations où vous pourriez utiliser une clé API système seraient si vous avez une sorte de processus automatique qui interagit avec les API Phoenix, par exemple. Si vous avez quelque chose qui fonctionne dans CI, ce serait une bonne situation où vous voudriez utiliser une clé API système. Alors allons-y et voyons à quoi ressemblent certains de ces concepts en pratique. En tant qu'administrateur, je peux ajouter d'autres utilisateurs. Donc, je vais y aller et le faire. Je vais ajouter un utilisateur et je peux entrer leur adresse email. Je peux choisir un nom d'utilisateur pour eux et je peux choisir un mot de passe. Et je peux aussi choisir quel type de rôle ils ont. Donc, nous avons déjà vu les utilisateurs admin. Choisissons le rôle de membre. Pour cet utilisateur, je vais ajouter l'utilisateur et vous pouvez voir ce nouvel utilisateur créé ici dans le tableau des utilisateurs. Et vous savez, en créant cet utilisateur, je pourrais, si je le voulais, supprimer l'utilisateur, je pourrais réinitialiser leur mot de passe, je pourrais changer leur rôle, donc je pourrais transformer cet utilisateur en admin, mais je ne ferai rien de tout ça pour cette démo. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me déconnecter de mon compte admin actuel et je vais ensuite me connecter en tant que nouvel utilisateur membre créé, et je pense que je me souviens du mot de passe que j'ai utilisé. Dès ma connexion, je vais être invité à créer un nouveau mot de passe, ce que je vais faire. Réinitialiser le mot de passe et ensuite je vais me connecter avec ce nouveau mot de passe réinitialisé. Et maintenant, je suis connecté en tant qu'utilisateur membre dans Phoenix et, si vous descendez, vous verrez encore une fois que j'ai un profil, j'ai mon nom d'utilisateur, j'ai mon email, etc., etc. La chose qui est différente, c'est que vous remarquerez que si je vais sur la page des paramètres, je ne peux plus voir toutes les clés API du système et des utilisateurs pour cette instance de Phoenix. Et je ne peux pas non plus voir d'autres utilisateurs de Phoenix, donc, encore une fois, les admins ont ce privilège. Les utilisateurs membres ne le peuvent pas. Alors, voyons ce que nous pouvons faire en tant qu'utilisateur membre. Alors, supposons que je suis un utilisateur membre et que je veux interagir de manière programmatique avec l'API de Phoenix. Pour faire cela, je vais ouvrir un carnet. Voici notre guide de démarrage rapide sur les ensembles de données et les expériences. Et si je faisais fonctionner Phoenix sans authentification, je pourrais simplement exécuter ce carnet et il fonctionnerait tout seul. Alors allons-y et essayons ça. Et vous verrez que dans la toute première cellule, je reçois déjà une erreur ici. Je reçois une erreur 401 non autorisée. Parce que, l'instance de Phoenix est authentifiée. C'est sécurisé. Donc, si je veux exécuter ce carnet contre une instance de Phoenix authentifiée, que dois-je faire? En tant qu'utilisateur membre, je vais sur la page de profil et je crée une nouvelle clé utilisateur. Alors je vais y aller et nommer cette clé API. Je vais l'appeler ma clé d'expérimentation et j'ai la possibilité d'ajouter une description. Donc, je vais dire une clé pour exécuter des expériences dans un carnet. Et j'ai aussi la possibilité de choisir une date d'expiration. Si vous ne choisissez pas cette date d'expiration, la clé n'expirera jamais. Je vais donc créer cette clé et vous pouvez voir ici, voici la nouvelle clé API émise qui est en fait délivrée sous la forme d'un JWT. Et dans mon carnet, je peux alors ajouter une seule ligne de code. Je vais importer OS et je vais définir une variable d'environnement. Cette variable d'environnement est la clé API de Phoenix, que je vais ensuite définir sur ma nouvelle clé, clé API.
Allons-y et exécutons tout. D'accord? Et donc maintenant, vous pouvez voir que j'obtiens plein de coches vertes. On dirait que mon carnet fonctionne. Si je descends jusqu'en bas, ça s'est bien exécuté. Et je peux cliquer sur ce lien et voilà, voici mon expérience qui apparaît dans une instance authentifiée de Phoenix. Donc, c'est comme ça que vous interagissez de manière programmatique avec l'API Phoenix. Quand elle est authentifiée, maintenant, supposons que vous ayez oublié votre mot de passe, d'accord? Les utilisateurs admin peuvent réinitialiser les mots de passe pour d'autres utilisateurs. Si vous êtes un utilisateur membre et que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez simplement demander à un utilisateur admin de réinitialiser votre mot de passe. Configurez des relais SMTP pour recevoir la réinitialisation par email. Alors, allons-y et voyons à quoi ça ressemble. Je vais retourner à mon fichier de variables d'environnement et je vais ajouter quelques variables d'environnement supplémentaires. Donc, les variables d'environnement que j'ajoute ici sont le nom d'hôte, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour un relais SMTP. Je vais y aller et ajouter ça et je vais ajouter ces variables d'environnement, puis je vais redéployer Phoenix. Cool, donc maintenant Phoenix a été redéployé. Je vais cliquer sur mot de passe oublié et je vais entrer mon email associé à mon compte et je vais envoyer cet email de réinitialisation de mot de passe. Et maintenant, si je vais dans mon email, ça peut prendre 1 minute, mais on dirait que c'est déjà là. J'ai reçu cet email avec un lien de réinitialisation de mot de passe que je peux suivre et ensuite je peux réinitialiser mon mot de passe dans l'interface. Donc, je vais choisir un nouveau mot de passe. Réinitialiser. Je vais me reconnecter avec ce nouveau mot de passe. Ainsi fonctionnent les relais SMTP. Et juste pour bien souligner cette distinction entre les clés API utilisateur et les clés API système, je vais me reconnecter en tant qu'administrateur et je vais aller jeter un œil à cette clé utilisateur. Donc, ici, nous avons la clé API utilisateur qui a été créée non pas par cet administrateur actuel sous lequel je suis connecté, mais par l'utilisateur membre que nous avons créé il y a 1 minute. Et si je vais de l'avant et que je supprime cet utilisateur membre et que je rafraîchis la page, ce que vous remarquerez, c'est que cette clé API utilisateur a également disparu. Donc, encore une fois, ces clés API utilisateur sont liées à l'utilisateur qui les crée. En revanche, si j'avais créé une clé API système, elle serait toujours là, même si l'utilisateur qui l'a créée était supprimé. Maintenant, la dernière chose que je veux vous montrer, ce sont les intégrations OAuth 2 que nous avons avec Phoenix. Juste un peu de contexte ici, OAuth 2 est une norme ouverte qui permet à une application comme Phoenix de déléguer l'authentification à un service tiers, connu sous le nom d'IDP ou fournisseur d'identité. Ainsi, cela n'a pas besoin de stocker des identifiants lui-même, ni de vérifier que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être. OpenID Connect est une extension de OAuth 2 qui fournit une autorisation en plus de l'authentification. En particulier, cela fournit des informations telles que l'email de l'utilisateur, sa photo de profil et d'autres types d'informations que nous utilisons ensuite pour construire le profil de l'utilisateur et Phoenix va pouvoir s'intégrer avec n'importe quel IDP qui prend en charge OpenID Connect et qui a un certain type de l'URL des métadonnées du serveur que je vais vous montrer dans 1 minute. Les IDP pris en charge incluent Google, AWS, Cognito, Microsoft, Entra ID, OTH0 et tout autre qui prend en charge OpenID Connect. Alors, regardons à quoi cela ressemble réellement de configurer un fournisseur OAuth avec Phoenix. Pour ce faire, je vais encore une fois retourner à mes variables d'environnement et je vais ajouter ces variables d'environnement. Donc, ce sont en fait plusieurs IDP différents. Et vous pourrez voir les paramètres qui sont réellement nécessaires pour ajouter un IDP OAuth. Il y a 3 paramètres pour chaque IDP, le premier étant l'identifiant client, le deuxième étant le secret client et le troisième étant l'URL de configuration OpenID Connect. Donc, l'identifiant client et le secret client vont être générés par l'IDP lorsque vous enregistrez votre application. Et vous allez ensuite ajouter ces variables d'environnement ici. Et l'URL de configuration OpenID est une URL de configuration que vous devez trouver pour votre IDP.
Je peux vous montrer à quoi ressemble celui de Google. Donc, si nous ouvrons cette URL dans le navigateur, tout ce que c'est une charge utile JSON qui décrit des métadonnées sur le serveur d'autorisation avec lequel nous traitons. Donc, cela décrit des informations telles que le point de terminaison du jeton ou l'URI de redirection que vous utilisez lorsque vous effectuez le code d'autorisation OAuth 2 Flux. Donc, tant que votre IDP prend en charge OAuth 2 et OpenID Connect et a cette URL de configuration OpenID bien connue, vous devriez être prêt à partir. Donc, je vais y aller et activer Phoenix avec ses variables d'environnement. Alors, allons-y et redémarrons-le. Et maintenant, si je reviens à la page d'accueil, en plus du champ email et mot de passe que vous avez vu auparavant, maintenant je vois aussi ces boutons de connexion pour ces différents IDP, et j'ai Hotel0, AWS, Cognito, Google, Microsoft Entry ID qui apparaissent tous ici. En pratique, vous allez probablement configurer un ou deux au maximum, mais allons-y et voyons à quoi cela ressemble quand je me connecte à Google. Je vais y aller et cliquer sur le bouton de connexion. Et la première chose qui se passe, c'est que je suis en fait redirigé vers l'IDP. Donc, je suis redirigé vers Google. Et je peux ensuite me connecter avec mon compte Gmail, ce que je vais faire. Quand j'atteins cette page, Google me demande en fait la permission de partager certaines informations avec Phoenix, en particulier mon nom, mon adresse email et ma photo de profil, que nous utilisons pour construire votre profil dans Phoenix. Donc, je vais y aller et accepter cela, puis je suis redirigé vers Phoenix, et si je vais sur ma page de profil, vous pouvez maintenant voir mon nouvel utilisateur créé, qui a mon email, mon nom d'utilisateur, et il a aussi ma photo de profil de mon compte Gmail. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je suis très heureux de lancer cette fonctionnalité à la Pro communauté. Essayez-la, dites-nous vos retours. Nous avons sécurité avancée, cookies sécurisés, protection CSRF. Alors allez-y et consultez la documentation liée ci-dessous et essayez